Le bruit du métal heurtant l'asphalte possède une sonorité très particulière lorsque l'objet est projeté plutôt que simplement lâché. Ce n'est pas le tintement accidentel de l'outil qui glisse des doigts, mais le fracas délibéré de celui qui exige que l'impact soit entendu de tous. La clé anglaise résonna dans la cour de la ferme avec cette limpidité brutale et s'immobilisa sur le sol, tandis que le silence qui lui succéda fut alourdi par le poids de 15 hommes qui ne savaient plus où poser les yeux. Les mécaniciens étaient adossés aux camions et aux clôtures, adoptant la posture de ceux qu'on a appelés à la rescousse pour résoudre un problème et qui ont atteint les limites de leurs compétences. Non par manque de savoir-faire, mais parce qu'ils se heurtaient à une anomalie qui dépassait tout ce qu'ils avaient pu affronter auparavant. Le tracteur trônait au beau milieu de la cour avec la majesté silencieuse des engins colossaux lorsqu'ils cessent de fonctionner. Une majesté différente de celle qu'ils dégagent en mouvement, presque plus menaçante d'une certaine manière, car elle expose à quel point nous sommes à leur merci. La femme dans le fauteuil roulant restait figée, les épaules légèrement voûtées, le regard rivé sur le sol devant elle. Son tablier était élimé au niveau des cuisses par l'usure de nombreuses années de labeur quotidien, et les mains courantes de son fauteuil, là où les paumes se reposent habituellement, étaient polies sur la partie supérieure par ce frottement si spécifique du métal caressé avec la même pression, jour après jour, pendant un temps infini. Une main entra dans le champ de vision par le côté, une main aux ongles manucurés, aux vernis éclatants et alourdis par un diamant au doigt, qui pointait avec la précision furieuse de celle qui veut que son geste soit perçu comme une condamnation. Vous avez vu ça? La voix fendait l'air avec la froideur de celle qui ne hurle pas sous le coup de l'émotion, mais par pur calcul. Car dans cet environnement, dans ce contexte précis, un volume sonore élevé communiquait la hiérarchie d'une manière qu'un ton normal n'aurait jamais pu égaler. 15 hommes, les meilleurs de toute la région, et pas un seul n'a réussi. Et vous, une infirme qui arrive à peine à bouger, vous vous imaginez que vous allez régler le problème? Épargnez-moi vos délires. Retournez faire la vaisselle, c'est tout ce dont vous êtes capable. Madame Léna ne répondit pas. Les mécaniciens autour ne pipèrent mot non plus. Certains secouèrent la tête avec la lenteur de ceux qui encaissent une scène à laquelle ils auraient préféré ne jamais assister. Aucun ne fit le moindre geste de plus. Mais pour comprendre comment toutes ces personnes en sont arrivées à se retrouver dans cette cour à cet instant précis, il faut remonter le temps. Il faut commencer là où Madame Léna commençait chacune de ses journées, dans l'obscurité, 4 heures avant l'aube. Le réveil sonnait à 4 heures du matin dans une chambre exiguë, mais qui possédait la dignité des petits espaces aménagés avec un soin méticuleux. Non pas avec la résignation de celle qui se contente de peu, mais avec l'intelligence de celle qui sait tirer parti du moindre recoin. Le lit avait été fait avant même qu'elle ne s'y couche, car Madame Léna avait appris que se réveiller dans un environnement ordonné faisait toute la différence entre entamer sa journée l'esprit clair et la commencer sous le poids des corvées inachevées. L'armoire abritait 2 cintres portant des uniformes lavés et repassés, pliés avec la rigueur de celle qui a compris depuis longtemps que l'apparence au travail traduit le respect que l'on porte à ce travail. Le fauteuil roulant était garé près du lit, très exactement là où elle l'avait laissé la veille au soir. Au fil des années, elle avait développé une efficacité redoutable dans les mouvements qu'exigeait le transfert. Loin de la lenteur mélancolique que les personnes valides projettent parfois sur ce genre de manœuvre, c'était avec la vélocité fonctionnelle de celle qui accomplit ce geste avant le café, avant que la journée ne commence, avant toute autre chose, et qui l'a intégré à son rituel matinal, au même titre que d'autres lasseront leurs chaussures. La main courante du fauteuil était usée sur le dessus, et ce depuis plus de 2 ans. Elle avait remarqué les premiers signes d'usure, avait calculé ce qu'il lui en coûterait de la remplacer, et les chiffres ne s'étaient pas alignés avec ses économies. Elle avait donc continué avec une main courante abîmée, car le fauteuil roulait toujours, et ce qui était attaqué n'était que la surface, pas la structure. Le café était noir, serré, et bu debout, ou plutôt à l'arrêt, la tasse posée sur le comptoir de sa minuscule cuisine. C'était l'unique instant de la journée où elle s'autorisait à ne rien faire d'autre que de boire son café. Un moment qu'elle avait appris à sanctuariser avec le sérieux de ceux qui n'ont que peu de choses à eux. 2 bus. Le premier passait un peu après 5 heures et mettait 40 minutes pour rallier la gare routière centrale. Le second l'emmenait jusqu'au début du chemin de terre, d'où elle poussait son fauteuil sur le dernier kilomètre, la séparant du portail du domaine.
La main courante usée rendait ce kilomètre plus ardu les jours où la terre était sèche et crevassée. Et pire encore les jours de pluie, car l'adhérence changeait du tout au tout et ses épaules devaient compenser. Elle n'avait jamais évoqué ce kilomètre à qui que ce soit à la ferme, car elle avait compris depuis bien longtemps qu'évoquer les obstacles du trajet était interprété comme une demande de traitement de faveur, et elle n'était pas là pour mendier des faveurs. Elle était entrée au service de Monsieur Charles et de Madame Sonia 6 ans auparavant. C'était une voisine qui lui avait déniché l'emploi en glissant que la ferme cherchait quelqu'un pour l'entretien de la maison. Madame Léna s'était présentée dès le lendemain matin, avant même l'arrivée des autres candidates, son uniforme impeccablement repassé et une lettre manuscrite détaillant son expérience et les tâches dont elle était capable. Monsieur Charles l'avait dévisagé avec l'expression de celui qui évalue la viabilité pratique d'une situation. Il lui avait posé quelques questions directes, avait reçu des réponses tout aussi directes, et lui avait annoncé qu'elle pouvait commencer la semaine suivante. Madame Sonia lui avait signifié, au cours de cette première semaine, qu'elle espérait la voir tenir la cadence de la maisonnée. Une phrase qui semblait neutre en apparence, mais qui révéla, avec le temps, le postulat sur lequel elle reposait. Le postulat qu'il existait un doute fondamental sur les capacités de Madame Léna, et que ce doute servirait de toile de fond permanente à la moindre évaluation qui s'ensuivrait. Madame Sonia avait 52 ans et avait épousé Monsieur Charles alors que l'exploitation était déjà florissante. Elle avait apporté en dot tout un éventail d'habitudes forgées au sein d'une famille suffisamment nantie pour préserver ses membres de tout contact avec la véritable misère. Elle n'était pas sotte, mais c'était une femme dont l'intelligence s'était presque exclusivement focalisée sur la gestion de sa propre image sociale, un atout qu'elle jugeait à la fois d'une valeur inestimable et d'une fragilité extrême. Ses vêtements de créateur étaient choyés avec le soin d'un conservateur de musée. Sa coiffure était entretenue par une professionnelle qui se déplaçait au domaine tous les jeudis. Ses opinions étaient assénées avec l'aplomb de celle qui n'a pas l'habitude qu'on la contredise. Elle parlait au téléphone de gens incapables, avec la désinvolture de celle qui ne s'imagine pas une seconde que le volume de sa voix puisse atteindre les personnes qu'elle dénigre, ou qui, si elle l'envisage, s'en moque éperdument. Pendant qu'elle jacassait, Madame Léna astiquait la console en arrière-plan avec le chiffon lavé le matin même et qui serait relavé avant d'être rangé parce qu'elle avait appris qu'un matériel d'entretien mal tenu traduit un laisser-aller et que le moindre laisser-aller dans un environnement qu'elle fréquentait était le genre de détail qui ne passerait pas inaperçu et lui serait reproché. Sonia ne posait jamais les yeux sur elle pendant qu'elle parlait. Ce n'était pas un choix délibéré. C'était tout simplement que Madame Léna n'entrait pas dans le champ de vision de Sonia. Un champ relativement restreint et braqué sur les choses ayant une pertinence sociale directe. Les ordres étaient lancés à la cantonade avec la certitude qu'ils seraient interceptés par leur destinataire. Et la plupart du temps, ils l'étaient, car Madame Léna avait développé le radar de celle qui apprend à scanner une pièce pour s'épargner d'être rappelée à l'ordre. Le tracteur était tombé en panne 2 jours avant le dîner que Sonia avait organisé pour un cercle de gens qu'elle qualifiait de amis, mais qui lui servaient principalement de miroir. Des individus qui lui renvoyaient l'image qu'elle avait d'elle-même avec la régularité d'un service d'abonnement. Ce dîner était l'événement du mois. Il avait été planifié avec la rigueur d'une opération militaire, le menu, les compositions florales, l'accord mets-vin millimétré, la tenue qu'elle arborerait et celle que porterait Monsieur Charles, et la garantie absolue que le domaine, en toile de fond, transpirerait cette prospérité qui constituait l'essence même de leur fable. Un tracteur en carafe au milieu de la cour ne faisait pas partie du scénario. Sonia avait alpagué Monsieur Charles dans son bureau lorsqu'elle avait eu vent de l'avarie et lui avait craché ses instructions avec la rapidité et le volume sonore de celle qui estime que la vélocité et les décibels d'un ordre déterminent la vitesse de son exécution. Il est hors de question que je devienne la risée du canton à cause de ce tas de ferraille. Elle avait tourné les talons avant même de finir sa phrase, car sa phrase était une directive, pas l'amorce d'un dialogue. Fais venir tous les mécanos du département, paie ce qu'il faudra, mais cet engin doit démarrer. Je me fiche de tes excuses, je veux des résultats. Monsieur Charles s'était exécuté,
car en 20 ans de mariage, il avait appris que le coût de certaines batailles ne justifiait pas le terrain gagné. Il avait contacté les mécaniciens. Ils avaient débarqué tout au long de la journée du lendemain, 1, 2, 5, 10, 15, en fin de journée, chacun armé de l'outil adéquat pour la panne décrite au téléphone. Une panne qui s'était révélée bien différente une fois qu'ils s'étaient retrouvés face au monstre d'acier. Le John Deere 9R était un engin d'une génération technologique que la majorité des garagistes du coin n'avaient jamais eu l'occasion de tripatouiller. C'était un système embarqué où l'électronique, l'hydraulique et la mécanique communiquaient en circuit fermé via des protocoles hermétiques, y compris pour les valises de diagnostic traditionnelles. Les mécanos avaient tenté tout ce qu'ils savaient faire. Ils avaient atteint les frontières de leur savoir, et la clé à molette s'était fracassée sur l'asphalte, ponctuée par le silence de 15 paires d'épaules, s'affaissant sous le poids d'une défaite dont ils ne parvenaient même pas à formuler la cause. Madame Léna avait scruté tout ce manège au fil de la journée, pas de façon ostentatoire. Elle avait poursuivi son labeur au rythme que cette journée lui imposait, traversant la cour lors de ses allers-retours entre la maison et l'aile de service avec cette invisibilité devenue si coutumière que personne ne s'était rendu compte qu'elle prêtait attention à quoi que ce soit. Mais elle l'avait fait, avec ses yeux qu'elle avait aiguisés tout au long d'une vie passée, non seulement sur cette ferme, mais dans des situations où l'observation était son unique arme. Elle avait vu tout ce qu'il y avait à voir, le diagnostic que chaque expert avait ébauché, le point de butée où chacun avait jeté l'éponge, la récurrence des échecs qui, mis bout à bout, pointaient vers une hypothèse qu'aucun d'eux n'avait encore explorée. Elle avait gardé le silence, non par manque de certitude, mais par parfaite lecture de l'environnement. Elle avait appris, en 6 ans passés sur ce domaine, qu'il y a un prix à payer quand on l'ouvre alors qu'on n'est pas censé parler, et que ce prix doit être soupesé à l'aune de ce que l'on espère obtenir. Elle avait guetté l'instant où ce calcul pencherait inéluctablement dans un seul sens. Et lorsque Sonia avait pointé son doigt manucuré et vomi ses insultes sur la vaisselle et ses délires, l'heure avait sonné. Madame Léna avait relevé la tête. Le premier mécanicien était arrivé le lendemain matin avec l'arrogance de celui qu'on a fait appeler parce qu'il est le meilleur sur la place et qu'il le sait pertinemment. C'était un quadragénaire sanglé dans un bleu de travail impeccable, qui allait vivre là sa dernière journée de propreté, trimballant une mallette en aluminium à double fermoir qui renfermait une valise de diagnostic électronique dernier cri. Le genre de gadget qui coûte plus cher que les bagnoles de la plupart des ouvriers qui badaudaient autour. Doté d'un écran couleur qui crachait des données en temps réel et qui avait été acquis spécifiquement pour pirater les systèmes des nouvelles générations de machines agricoles, celles-là même qui déboulaient sur le marché à une cadence que l'expérience des vieux loups de la mécanique ne parvenait plus à suivre en solo. Il avait fait le tour du propriétaire avec la dégaine de celui qui jauge un adversaire avant de monter sur le ring, balayant la carlingue de haut en bas avec l'œil clinique de celui qui en a vu d'autres, et qui étalonnait le monstre face à ses trophées de chasse. Puis il avait fait sauter le panneau d'accès, branché son scanner avec les câbles adéquats sur les bons ports, et avait lancé le protocole de diagnostic avec l'assurance insolente de celui qui évolue en terrain conquis. Madame Léna s'était pointée avec le plateau de café sur les coups de 8h30. Elle avait servi Sonia en premier, puis Monsieur Charles qui rôdait dans les parages avec la mine de celui qui se doit d'avoir l'air de piloter la crise, et avait tendu une tasse au mécano qui avait décliné de la tête sans lâcher l'écran de sa valise des yeux. Elle avait déposé la tasse sur une caisse à outils à proximité et avait repris le chemin de ses corvées, mais l'itinéraire qu'elle avait tracé frôlait le tracteur d'assez près pour qu'elle puisse capter l'écran de diagnostic une fraction de seconde. Pas grand-chose, pas de quoi alerter la galerie, juste assez pour décrypter ce qui clignotait. Les heures s'étaient égrenées avec cette texture poisseuse, des journées où une solution qui semblait à portée de main se dérobe inéluctablement. Le mécano avait interverti les câbles, forcé des séquences de reboot, passé des coups de fil à des confrères dans d'autres régions avec la voix étouffée de celui qui ne veut pas que le client capte l'ampleur du naufrage. Sonia avait fait les 100 pas dans la cour à 3 reprises, à des intervalles de plus en plus resserrés, avec la fébrilité de celle qui mesure le temps à l'aune de l'événement, qui exige que le miracle s'accomplisse avant le jour J. En fin d'après-midi, le type avait débranché ses cordons avec la gestuelle de celui qui abandonne la partie, pas de celui qui a bouclé le job.
Il s'était tourné vers Monsieur Charles, avec la franchise brute de celui qui a épuisé ses munitions et qui préfère le cracher d'emblée plutôt que de faire miroiter des faux espoirs. C'est un système européen, blindé de chez blindé. Le module de commande est verrouillé par une clé de cryptage propriétaire, que mon scanner ne peut pas contourner sans l'autorisation du constructeur. Il avait marqué une pause. Faut faire venir un ingénieur de l'usine avec les codes d'accès maître. On ne peut rien faire d'ici. Sonia avait intercepté la sentence depuis le perron, adossée au pilier, le smartphone greffé à la main et l'expression qu'elle avait plaçardée depuis l'aube. Ce rictus glacé de celle qui exige un miracle et qui se crispe à chaque tic-tac qui l'en éloigne. Elle s'était décollée de la colonne et avait marché sur le mécano à petits pas saccadés, utilisant sa seule démarche pour traduire la violence de ce qu'elle s'apprêtait à dégueuler. Une perte de temps et d'argent. Sa voix avait plongé dans ces abysses de froideur qui tranchent plus net qu'un hurlement, car ils n'ont pas besoin de volume pour éviscérer. On m'a ramené un charlatan. Le mécano avait remballé sa valise en alu, sans moufeter, drapé dans la dignité de celui qui juge que certaines guerres ne valent pas la peine qu'on s'y salisse, et avait franchi le portail, les épaules un tantinet plus crispées qu'à son arrivée. Madame Léna avait récupéré la tasse restée en plan sur la caisse à outils, toujours pleine, et s'en était retournée à ses fourneaux. Le second débarqua le jour suivant. C'était un homme d'un certain âge, les tempes grisonnantes et des pognes qui portèrent des stigmates de 40 piges passaient le nez dans les cambouis. Pas la douceur soyeuse des mains qui pianotent sur des claviers, mais le genre de battoir qui ausculte le métal à même la peau, qui jauge la température au feeling, qui sépare le ronronnement d'un bloc sain du râle d'un moteur agonisant bien avant que la moindre jauge ne s'affole. C'était le sorcier que le canton appelait à la rescousse, quand tous les autres avaient jeté l'éponge, le dernier recours avant l'extrême onction, et il se trimballait avec la réputation de celui qu'on a supplié si souvent qu'il n'éprouve plus le besoin de faire l'article. Il avait tourné autour du monstre bien plus lentement que son prédécesseur, tâtant la carlingue à des points névralgiques, comme on déchiffre du braille dans une langue maternelle. Il avait soulevé le capot et avait plongé son regard dans les entrailles du bloc pendant une éternité, sans effleurer le moindre boulon, dans l'attitude du confesseur qui écoute avant de prêcher. Puis il avait sniffé l'huile de la jauge, pris la température de certaines pièces du revers de la main, traqué le faisceau électrique du bout des doigts depuis les connecteurs apparents jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les bas-fonds du bloc. Sonia lui avait collé au basque, avec une proximité physique qui exudait l'urgence, l'arrosant de questions tout l'après-midi sur ce ton exaspérant de ceux qui confondent interrogatoire et assistance. Elle avait demandé si ça touchait à sa faim. Elle avait demandé où ça coinçait. Elle avait demandé pourquoi il prenait un temps infini. Elle avait demandé s'il savait au moins ce qu'il foutait, ce à quoi il avait répondu par un silence sépulcral qui valait tous les discours du monde. À la nuit tombante, le vieux briscard avait rabattu le capot d'un coup de paume sec, sans nervosité, juste le point final de l'expert qui clôture son rapport. Ce bordel, c'est un bug de carte mère. Il avait balancé ça avec la placidité de celui qui énonce une vérité merdique mais implacable. Moi je fais dans la mécanique, pas dans l'informatique. Un court silence. Y a rien à faire à mon niveau. Il avait repris son couvre-chef qu'il avait ôté en arrivant, l'avait revissé sur son crâne avec le geste de l'homme qui pointe et s'était arraché avec la même noblesse flegmatique qui avait accompagné son entrée. Ce qui se produisit par la suite fut le genre de carnage qui advient quand la perte de contrôle frontal percute un auditoire pris en otage. Sonia avait rassemblé les 13 garagistes qui poireautaient encore dans la cour. Certains qui s'étaient pointés le matin même avec des pistes de diagnostic inédites, d'autres qui avaient été réquisitionnés au cas où un travail d'équipe s'imposerait et qui avaient mariné dans une gêne de plus en plus palpable au fur et à mesure que la journée s'embourbait sans issue. Elle s'était plantée au cœur de l'arène, bras croisés, et sa voix, qui avait perdu sa morgue glaciale pour adopter cette température très spécifique de l'humiliation sur la place publique, pas volcanique, mais d'une cruauté chirurgicale. Elle les avait passés en revue, décochant des scuds avec la précision balistique des insultes taillées sur mesure pour éviscérer une cible précise. Elle avait traité le premier de rigolo. Elle avait insinué au deuxième que son diplôme encadré sous verre était un faux acheté au puce. Elle avait demandé au troisième s'il avait passé son CAP sur YouTube, vu l'étendue de ses talents.
Les mecs encaissaient, paralysés, prisonniers d'une souricière, sans issue de secours propre. La ramener équivalait à déclarer la guerre. Et déclarer la guerre dans cette arène exigeait un tribut qu'aucun d'eux n'était venu disposer à payer. Monsieur Charles avait bien essayé. Il s'était avancé vers Sonia, la paume légèrement levée dans ce geste d'apaisement qu'il avait peaufiné en 20 ans de vie commune. Pas un ordre de se taire, juste une présence suggérant de freiner. Elle l'avait fusillé d'un regard qui se passait de sous-titres, et il s'était statufié sur place, la main en suspens. Madame Léna récupérait les plateaux de café en périphérie du rassemblement. C'était une tâche inscrite à son cahier des charges, et elle s'en acquittait, mais il émanait d'elle une vibration singulière dans son occupation de l'espace. Adieu l'invisibilité coutumière, place à une présence dense et magnétique. Cette vigilance extrême que déploient ceux qui assistent à une scène dont l'enjeu supplante infiniment la tâche mécanique que leurs mains exécutent. Sonia avait achevé sa tournée des popotes et s'était figée au centre de la cour, prête à balancer l'estocade qu'elle couvait depuis le début de l'après-midi. C'est à se demander comment ce trou à rats peut abriter autant d'incapables. Sa voix avait muté pour adopter la fréquence des amalgames qui éclaboussent bien au-delà de l'assistance, qui débordent du cadre de la cour pour atomiser des castes entières d'êtres humains. Des bons à rien. Je me demande comment je peux encore donner à bouffer à cette engeance. Et là, elle avait posé les yeux sur Madame Léna. Ce ne fut pas un examen prolongé. Ce fut le genre de coup d'œil qui dure un quart de seconde, mais qui foudroie sa cible avec une exhaustivité d'autant plus terrifiante qu'elle est fulgurante. Ce regard qui vous parque dans le couloir de la mort, sans même daigner formuler un motif d'inculpation, parce que l'inclusion dans le wagon des condamnés est le but de la manœuvre. Ce geste indicible qui hurle que vous faites aussi partie de cette engeance, que vous êtes aussi sous le feu de ce mépris qu'elle canarde à l'aveuglette dans cette cour en cet après-midi précis. Madame Léna lui avait soutenu son regard, sans bravade, sans la riposte épidermique de l'écorché vif qui bondit sous l'impact. Avec cette acuité tranquille qui l'avait habité tout au long de la journée, le regard insondable de celle qui a passé l'intégralité du dossier à la loupe et qui, à cette seconde même, rédigeait son verdict. Il est hallucinant d'imaginer que l'on puisse foudroyer un être humain de cette façon, l'entraîner dans la fosse commune de l'humiliation publique d'un simple battement de cils, sans même avoir besoin de prononcer son nom, comme si sa seule existence en ces lieux constituait une preuve accablante de sa médiocrité crasse. Si ce dégueulis de mépris vous fout la gerbe, si vous êtes dans le camp de Madame Léna, écrasez le bouton like. C'est votre manière de crier que ce regard abject n'est pas passé sous vos radars, parce qu'il y avait une donnée que Sonia n'avait pas intégrée dans son équation à cet instant. Une donnée qu'aucun des 15 experts en cambouis ne soupçonnait, que Monsieur Charles ignorait, qu'aucun cerveau dans cette arène n'avait jugé bon d'investiguer parce qu'une croyance empoisonnait l'atmosphère, le préjugé tenace que les mains calleuses qui trimballaient les plateaux de café n'avaient strictement aucune autre plus-value à apporter à l'humanité. Et les préjugés de ce calibre se paient cash, toujours. L'heure des comptes allait sonner. La cour se vidait avec la lourdeur poisseuse des crises qui avortent sans conclusion. Pas la désertion brutale de ceux qui tranchent le nœud gordien, mais l'évaporation honteuse de ceux qui se délestent d'une galère en décrétant qu'elle ne les regarde plus. Les mécanos rangeaient leurs cliquets et leurs mallettes avec l'économie de gestes de soldats qui clôturent une offensive qui a viré à la débâcle, échangeant des coups d'œil en billets qui puaient la solidarité muette et s'exfiltraient par le portail avec la fierté un poil écorné de ceux qu'on a appelés à la rescousse et qui se sont cassés les dents. Une humiliation qu'ils se trimballeront jusqu'au prochain sauvetage, le genre de cycle où la roue finit toujours par tourner. Monsieur Charles avait campé sur le macadam un bon bout de temps après l'évacuation du dernier utilitaire. L'air hagard du stratège qui recalcule ses probabilités de survie face à une Bérésina qui a monstrueusement débordé de ses prévisions. Le titan d'acier en croix était une catastrophe industrielle. La moisson battait son plein, le planning était dans le rouge, la saignée financière par heure d'immobilisation clignotait dans son crâne avec l'acuité du baron de l'agro-industrie qui a de la bouteille. Mais l'épée de Damoclès, c'était la sauterie du week-end, un événement qui trônait au sommet de la pyramide des priorités de Sonia, bien au-dessus des quotas de récolte.
Zonia s'était barricadée dans la bâtisse avec l'élégance fuyante de celle qui brûle le livre pour ne pas avoir à lire le dernier chapitre. Le claquement de la porte fut un brin trop théâtral, sa façon bien à elle de signifier que le litige était réglé de son côté, même si le merdier était loin d'être épongé dans le monde réel. La cour était retombée dans une torpeur sépulcrale, et Madame Léna était restée. Ce n'était pas une annonce à grand spectacle, c'était juste l'inertie de l'ancrage, le statu quo de celle qui n'avait pas encore fini de scanner sa cible. Elle était parquée à la verticale de la machine, les yeux vissés sur la mécanique à l'air libre, le capot toujours éventré depuis la désertion du vieux briscard. Et il y avait dans ce regard une alchimie bien distincte des observations cliniques qu'elle avait mitraillées tout au long de la journée. C'était le regard de celle qui vient de désactiver le mode spectateur pour rebrancher une interface beaucoup plus archaïque, infiniment plus intime. La main glissa avec lenteur. Elle arborait les cales caractéristiques des mains qui broient des cerceaux de fauteuil roulant 365 jours par an depuis des décennies. Pas la corne des bûcherons dans la paume, mais les durillons à la base des phalanges et sur la tranche du pouce, là où le métal froid opère son frottement de forçat. Elle leva cette main mutilée par l'effort et la plaqua sur le blindage du tracteur, non pas sur la carrosserie rutilante, mais sur la fonte des entrailles, ce métal qui brûle quand le cœur palpite et qui irradie sa chaleur des heures après l'arrêt cardiaque. La fièvre était toujours là, et avec elle, par la grâce du contact, remonta à la surface un phénomène qui n'était pas tout à fait de la nostalgie, mais qui squattait les mêmes archives neurales, le flash sensoriel d'une connexion charnelle restée cryogénisée bien trop longtemps, et qui se réveillait soudain avec la fulgurance des fantômes qu'on n'a jamais rayés de la carte, juste foutus au cachot. Son père avait été le mécano des terres isolées, pas le genre de garagiste qui vidange la bagnole des autres, mais le patriarche qui dissèque la ferraille de ses propres champs, qui s'instruit sur le tas parce qu'il n'y a pas de roue de secours, et qui par conséquent creuse infiniment plus profond que les bibles techniques. C'était un taiseux à l'attention maniaque, le genre de gourou qui t'initie sans jamais pondre de théorie, qui te transfère le fluide par l'imitation plutôt que par le magistral. Elle avait grandi dans les vapeurs d'essence de la micro-exploitation de sa jeunesse, et elle avait absorbé son génie non pas sur les bancs d'école, mais par transfusion directe, par mimétisme, par cette télépathie silencieuse qui opère quand une gamine colle au basque d'un géant qui a de l'or dans les mains et qu'elle éponge le moindre de ses gestes. Le daron clamait que chaque putain de moteur avait une voix, que 99% des abrutis sont sourds parce qu'ils sont chronométrés, qu'ils vivent dans un brouhaha de connards, ou qu'ils sont persuadés qu'il n'y a rien à entendre qui justifie qu'on ferme sa gueule. Mais que l'homme qui se pose et qui tend vraiment l'oreille, sans stress et sans biais de confirmation, débusque la faille avant même de foutre les mains dans le cambouis. Le carton avait eu lieu 12 ans plus tôt. Le genre de carnage qui pulvérise la géométrie de votre existence, qui ampute non seulement vos aptitudes motrices, mais qui lobotomise vos croyances sur vos propres limites. Une camisole de force mentale bien plus castratrice que le fauteuil lui-même. Elle avait craché des années post-trauma, dans une rééducation souterraine que personne n'avait pu décrypter de l'extérieur. Un long calvaire qui s'était soldé, à un moment donné, par le pacte tacite de balancer certaines passions dans la fosse commune de son âme et de sceller la dalle, car le prix à payer pour les exhumer était à l'époque infiniment plus exorbitant que le maigre shoot d'adrénaline qu'elles auraient pu lui procurer. La mécanique avait fini dans ce charnier, mais la bête était là, et l'arène était déserte, et la main collait déjà à l'acier brûlant avant même que l'instinct de survie n'ait eu le temps de brandir le drapeau rouge. Madame Léna fit riper son fauteuil vers le flanc du monstre, là où se planquait la centrale d'injection électronique. Pas la face nord que les experts avaient de prise d'assaut, mais le versant sud, le plus rabaissé. L'angle d'attaque royal pour un fantassin en fauteuil, là où un cul-de-jatte a l'avantage tactique sur un bipède obligé de se péter le dos. Il y avait une ironie mordante dans cette configuration, le genre de sarcasme de l'univers qu'elle n'avait pas le loisir de savourer à cet instant précis, car ses circuits étaient en surchauffe sur un autre front. Elle dégaina de la poche secrète de sa blouse une clé anglaise, une antiquité rongée sur les flancs par l'oxydation des longues hibernations en manque de lubrifiant, le genre de lèpre qui n'entrave en rien la mécanique, mais qui hurle le poids des années.
Elle avait moisi dans cette poche interne depuis si longtemps qu'elle en avait perdu le décompte, gardée au chaud avec la manie de l'infirme qui planque ses trésors loin des regards. Car les planques à la lumière du jour sont les premières à être pillées quand la société décrète que vous êtes devenu un meuble inutile. Elle avait entamé la dissection avec une cinétique ralentie, non par trouille, mais par la perfection chirurgicale que permet la lenteur, chaque mouvement balisé trouvant sa cible au millimètre. La main estropiée, ayant perdu en vélocité ce qu'elle avait sublimé en précision mortelle, là où la vitesse engendre souvent le chaos. C'est à ce moment précis que M. Charles déboula dans la cour. Il avait quitté la Bastide pour récupérer une bricole dans la grange et avait halluciné, avec la stupeur de celui qui croit le cimetière désert, la femme de ménage, le buste à moitié englouti dans la carcasse latérale de la moissonneuse au prix d'un loft parisien. Il s'était avancé à pas de loup avec la prudence de l'homme qui flippe de court-circuiter une alchimie qui le dépasse. Madame Léna. Son timbre s'était fait velours, la berceuse qu'on emploie pour ne pas braquer le somnambule sur le fil du rasoir. Qu'est-ce que vous manigancez? Tous les pros ont lâché l'affaire. Elle ne leva pas le pied. Ses doigts poursuivaient l'exploration entamée, pistage de câblage à l'aveugle, avec la mémoire charnelle qui se contrefout de l'urgence pour viser la justesse. Quand elle cracha sa réplique, elle ne daigna même pas décrocher ses orbites du ventre de la bête, distillant ses mots avec la placidité du moine zen qui fractionne son cerveau entre le discours et l'opération à cœur ouvert, abreuvant l'interlocuteur du strict nécessaire sans vampiriser la concentration due au patient. Mon père, à l'époque où je bossais avec lui sur l'exploitation familiale, répétait toujours « Un blanc technique, pas pour l'effet de manche. Léna, la mécanique agricole, ça se la joue pas divasse. La couille se planque toujours là où les bourgeois, avec leurs chéquiers, ne veulent pas se salir les yeux. » Ses doigts tâtèrent un point G et s'y incrustèrent une fraction de seconde, la concentration nucléaire du scientifique validant sa théorie. « Laissez-moi 120 secondes. » Monsieur Charles s'était figé à sa hauteur, tiraillé entre intervenir ou la boucler et attendre, et il avait opté pour la seconde option. La clé anglaise avait verrouillé le connecteur. C'était une prise de la centrale d'injection électronique planquée dans un angle mort. Pas la première qu'on vérifie, ni même la seconde. Le genre de zone qu'on explore qu'en remontant le fil d'Ariane de la logique du système, et non en suivant les étapes prémâchées du putain de manuel, parce que la Bible hiérarchise les pannes selon des probabilités statistiques, et que les statistiques de bureau ne pèsent pas lourd face à la réalité d'une bécane avec son propre pédigré et ses propres traumatismes d'exploitation. La fiche était désaxée. Pas arrachée de son socle, juste assez branlante pour que les faux contacts aléatoires génèrent le genre de court-circuit que les valises électroniques cataloguent comme des symptômes, mais qu'elles sont infoutues de remonter jusqu'à la source, car l'intermittence est trop sporadique pour pondre une signature numérique reconnaissable par un algorithme. Elle avait emboîté les mâchoires de sa clé sur la bague de verrouillage et avait injecté la dose de force létale, ni trop peu. Le couple de serrage parfait pour que le clapet reprenne sa place dans un claque franc et massif, le bruit organique des fiches industrielles quand elles atteignent le point G de l'étanchéité absolue. Le claquement résonna dans le silence de la cour avec la clarté d'un coup de feu. Madame Léna s'était extirpée de la fosse au lion et avait revissé la trappe d'accès avec les deux écrous qu'elle avait fait sauter sans se presser, avec la même maestria qui avait présidé au démontage. Puis, elle s'était statufiée, les paluches reposant sur ses cuisses, fusillant M. Charles du regard serein de la pitié qui a craché sa prophétie et qui attend la confirmation finale. Une confirmation qui n'était plus de son ressort, mais de celui du monstre de fer. M. Charles avait grimpé dans le cockpit avec la gueule de l'hérésiarque qui doute de son propre Dieu, mais qui va tout de même faire tourner le moulin à prière, parce que l'abîme est derrière lui. Il avait mis le contact. Le moteur tout sauta l'espace d'un quart de seconde, cette fraction de suspense insoutenable, avant que l'étincelle n'enflamme l'enfer, et puis il hurla. Un rugissement volcanique, pur, bestial, le cri d'un colosse de très grosse cylindrée dont l'injection, l'oxygène et le signal informatique venaient de faire l'amour à la perfection. La symphonie mécanique que reconnaissent les puristes, et qui, dans le cimetière de ces 2 derniers jours, revêtait une aura quasiment divine par sa simple existence.
Monsieur Charles resta scotché dans son baquet un temps infini, les pognes soudées au cerceau, le visage ravagé par celui qui tente de compiler le miracle qui vient de lui exploser à la gueule. Il baissa les yeux vers Madame Léna, vissée sur son trône roulant au pied du blindé, sa relique rouillée dans la pogne et les mirettes plantées sur le V8 hurlant, arborant l'expression de celle qui savoure une mélodie qu'elle n'avait pas entendue depuis des lustres et qui sonne putain de juste. Son visage à lui était le théâtre d'une métamorphose difficile à cerner, tant elle brassait des éléments chimiquement incompatibles. De la sidération pure, une admiration féroce, et sous cette croûte, le magma d'une remise en question totale, la secousse sismique de celui qui capte qu'une illusion tenace qui lui bouffait le cerveau venait de se faire désintégrer par une preuve matérielle indéboulonnable. Madame Léna. Sa voix n'était plus celle du proprio qui était entré dans l'arène. Comment ? Elle glissa la relique dans sa poche secrète avec la même désinvolture qu'à sa sortie. Pas de manière de prima donna, pas d'effet de manche avec le trophée de guerre, la frugalité de l'artisan qui remise son outil sur l'établi quand la pièce est usinée. Et elle lui décrocha un sourire minimaliste, radieux, le rictus de celle qui n'a pas besoin de rajouter de la pyrotechnie à la scène pour mesurer l'ampleur du séisme. Le rugissement de la bête avait fracturé les cloisons du manoir avec l'impudence des événements qui ne s'embarrassent pas de faire part pour signaler leur arrivée. Sonia avait déboulé par l'accès de service, sa gourde de flotte greffée à la main, le visage blindé pour affronter la prochaine guérilla. Elle avait projeté, avec la rationalité biaisée de celle qui a passé 48 heures à batailler avec des escrocs en salopette, que l'un d'eux était revenu à la charge, qu'un miracle tarifé avait opéré en scred, et qu'il allait falloir se fader les négociations pour justifier ce hold-up inespéré sur son compte en banque. Elle avait dévalé les marches de la terrasse à la hâte, pressée de livrer le combat qu'elle s'était déjà refait 3 fois dans la tête avant même de foutre un orteil dehors. Et là, le choc thermique. Pas l'ombre d'un mécano. Uniquement le tracteur en furie, crachant ses décibels avec l'assurance d'un engin sorti d'usine qui emplissait la cour comme s'il n'avait jamais fait de caprice. Et, flanquée à la verticale de sa carcasse, une bonne femme en fauteuil roulant tenant une relique oxydée, son tablier crasseux arborant une tache de cambouis toute fraîche sur les genoux, un macaron qui brillait par son absence au lever du soleil. Le faciès de Sonia s'était liquéfié, balayant le spectre de la psychose en quelques secondes. L'incompréhension totale dynamitant ses certitudes, le déni absolu qui cherche frénétiquement une théorie du complot, suivi de cette métamorphose toxique où le court-circuit mental se heurte au besoin maniaque de domination, pondant un hybride difforme, à mi-chemin entre la paranoïa et la rage, qui s'empare de la première arme létale à portée de tir. Sa bouteille d'eau avait plongé le long de sa cuisse. « Qu'est-ce que vous avez magouillé ?» La fréquence de sa voix chevrotait, l'équilibre instable de la dictatrice qui tente de maintenir sa poigne de fer alors que l'échafaudage s'écroule sous ses talons aiguilles. Là, comment avez-vous eu l'audace de profaner cette machine ? Elle avait raccourci la distance de 2 enjambées vers l'engin, le buste en avant, dans la posture de l'expert en sinistre qui cherche la petite bête avant même de savoir si le sinistre a eu lieu. Ses yeux scannant le blindage à la recherche de la moindre égratignure qui pourrait être monétisée comme dommage collatéral. Si vous avez flingué quoi que ce soit, les décibels avaient grimpé dans les tours. C'est du terrorisme industriel. Je vous ferai cracher le dernier centime de vos économies. Madame Léna n'avait pas bougé d'un cil, la clé morte dans sa paume, foudroyant Sonia de ce regard placide qu'il avait irradié depuis la veille. Ni insolent, ni chien battu, simplement campé dans cette omnipotence intime de l'élu qui connaît la valeur de son acte et qui n'en a rien à carrer de l'aval de la plèbe. La déflagration qui balaya la cour ne sortit d'aucune des 2 trachées. Monsieur Charles s'était arraché du poste de pilotage, avec la brutalité de celui qui a acté sa sentence avant même de toucher le tarmac, et il y avait dans son atterrissage l'ancrage lourd de la statue du commandeur reprenant possession d'un territoire déserté depuis une éternité. Un message subliminal qui écrasait les tympans avant même que le premier mot ne soit prononcé. « Ferme-la, Sonia !» 3 mots, lâchés avec une fréquence d'onde que Sonia n'avait formellement jamais captée dans ses cordes vocales. Pas l'imploration du toutou, pas la supplique veloutée du diplomate,
mais le tranchant chirurgical du kamikaze qui a atteint le point de rupture ultime, là où le putain de barrage de la patience, consolidé pendant des décennies, cède sous la pression de la crue du siècle. Sonia avait desserré les mâchoires. Il avait pivoté sur ses talons vers Madame Léna. Il y avait dans la dynamique de cette rotation, pataude, préméditée, lestée de la gravité de l'homme qui s'apprête à déballer un secret de polichinelle périmé depuis des lustres et qui en a parfaitement conscience, un effet paralysant sur l'auditoire de la cour, un silence de cathédrale que les vociférations de Sonia n'avaient jamais pu imposer, car cette immobilité ne naissait pas de la terreur, mais de l'intuition viscérale qu'une bombe nucléaire allait être larguée. Il avait plongé son regard dans celui de Madame Léna l'espace d'une éternité avant de l'ouvrir, la fixant avec la fascination de l'explorateur qui dévisage une apparition plantée sous son nez depuis toujours, et qui la contemplait, sans doute pour la première fois de sa vie, avec la déférence dont elle aurait dû bénéficier avant même de fouler le paillasson. Je n'en savais foutre rien. Il avait balancé ça avec la candeur brute du type qui ne bâtit pas un plaidoyer d'avocat, mais qui dégueule ses aveux. Ça fait 10 piges qu'il a bouffé les pissenlits par la racine, et je n'avais pas la moindre idée que la môme du père Antoine faisait la boniche sous mon propre toit. Le patronyme s'écrasa sur le goudron avec l'onde de choc des mots lourds de sens, charriant des siècles de karma. Le père Antoine avait été l'orfèvre de la mécanique sous les ordres du patriarche de Carlos. Pas la diva du canton glorifiée par la rumeur, mais le chirurgien du métal au sens brut et certifié, le taulier qui avait maintenu l'armada du domaine en état de marche pendant des décennies avec cette maestria qui se passe de diplôme encadré, car ses états de service parlaient pour lui. Il avait été, durant les années fastes, quand le vieux avait bâti l'empire dont Carlos avait hérité, bien plus qu'un larbin pointant à l'usine, c'était cette fraternité du sang qui soude les barons de la terre, où la loyauté pèse plus lourd qu'un compte offshore. Une loyauté qui avait été gravée dans le marbre d'un pacte officiel, planqué dans un coffre que personne n'avait eu l'idée d'ouvrir parce que personne ne s'était donné la peine d'en chercher la clé. Carlos s'était avancé vers Madame Léna. Il avait posé un genou à terre. Pas la révérence d'opérette du courtisan, il s'était disloqué la rotule pour se mettre à son niveau, le geste prémédité de celui qui a pigé que le sommet qui s'annonce doit se tenir entre pairs et que la configuration spatiale de l'arène gueule parfois plus fort que le discours lui-même. Vous n'êtes pas la boniche de cette baraque. Sa voix rampait dans les fréquences graves des confidences sacrées, pas destinées à la galerie, mais à elle seule. Vous êtes l'héritière légitime de 30% des arpents que mon vieux a juré au vôtre. Sonia s'était statufiée. Pas l'inertie calculée qu'elle avait brandie 2 jours durant pour asseoir sa tyrannie, la rigidité cadavérique de la navigatrice qui se mange une torpille qui pulvérise sa carte marine, qui rend obsolète sa boussole et ses sextants, car le continent sur lequel elle croyait parader venait de se faire engloutir par les flots. Carlos avait enchaîné, sans même daigner lui jeter un regard. Il y a un testament. Il avait martelé le mot avec l'intonation qu'il s'était vissé sur la gueule depuis son débarquement du tracteur. Inflexible, frontal, débarrassé du vernis des tractations et des courbettes qui polluaient 90% de ses dialogues avec sa rombière. De mon père pour Antoine, 30% de ce domaine, la monnaie de sa pièce pour 30 piges de copropriété dans l'ombre, même si les putains de notaires n'ont jamais utilisé le terme. Un silence de plomb. Ce paplard existe, j'aurais dû remuer ciel et terre pour le retrouver à la mort d'Antoine. J'ai merdé. Il n'avait pas quitté Madame Léna des yeux, le genou toujours planté dans la fange. Et par ma lâcheté coupable, j'ai laissé ma femme vous traiter comme la dernière des merdes sur vos propres terres. Des terres qui appartiennent, pour un bon tiers, à votre lignée. Les syllabes sortaient avec l'opacité massive des vérités qui ne peuvent être crachées que sous la forme d'uppercut. C'est impardonnable. Tout ce qu'il reste, c'est l'expiation et le rétablissement de vos droits. Madame Léna le scruta un long moment, le regard insondable. Son visage fut le théâtre d'une myriade de secousses tectoniques successives, la sidération qui la frappait de plein fouet malgré toute sa lucidité, la morsure de l'émotion en entendant le nom de son daron sacralisé par un type qui l'avait jaugé à sa juste valeur, et sous ce magma, l'onde de choc plus pernicieuse d'un rééquilibrage cosmique,
Pas l'effacement d'une simple bavure, mais le redressement d'une trajectoire fracassée, l'intuition sauvage que l'univers venait de réemboîter une épaule, luxée depuis la nuit des temps. Elle avait jeté un œil à l'outil ancestral qu'elle broyait encore dans sa paume, puis au monstre d'acier qui continuait de gronder en sourdine, avec la constance d'une horlogerie suisse qui ne prévoyait pas de caler de sitôt. Enfin, elle avait braqué ses rétines sur Sonia. Et il y avait dans ce rayon laser, pour la première fois, la fréquence qui avait été expurgée de toutes ses œillades précédentes, ni le fatalisme du paillasson qui absorbe les semelles sales, ni la fierté martyre du Saint-Sébastien criblé de flèches qui encaisse sans broncher, mais la plénitude majestueuse de celle qui a acté sa royauté et qui poireautait juste que le reste du cheptel vienne lui baiser la main. Sonia avait amorcé un pas de recul, sans même en avoir conscience. La gourde d'eau s'était échappée de sa pogne, sans qu'elle ait calculé l'instant où ses phalanges s'étaient désarticulées. Le plastique heurta le bitume dans un claque minable de bouteilles vides, et Sonia resta fascinée par ce projectile pendant une fraction de seconde, comme si ce crash anodin appartenait à une réalité parallèle, déconnectée de l'apocalypse qui ravageait son propre précaré. Sauf que c'était en plein dans le mille. Monsieur Charles s'était relevé d'un bloc, avec l'enchaînement fluide du guerrier qui clôture un chapitre pour attaquer le suivant sans s'attarder sur les cadavres. Il se dressa dans la cour avec le port de tête qu'il s'était greffé depuis sa descente de la cabine. Cette aura souveraine que Sonia galérait visiblement à télécharger, qui n'avait rien de belliqueux mais qui pesait des tonnes, dont l'absence prolongée rendait l'irruption tellement fracassante que tout d'un coup, elle hurlait bien plus fort que le plus virulent des réquisitoires. Il s'était tourné vers elle, la foudroyant de ses pupilles. Il lui a cramé des liasses entières avec des escrocs qui ne savaient même pas comment démarrer le diagnostic. Sa sentence tombait sans un éclat de voix, la litanie glaciale de l'auditeur qui décline le bilan d'une liquidation, pas les braillements d'une scène de ménage. Et pendant ce cirque, la copropriétaire du domaine récurait tes chiottes, te versait un jus de chaussette que tu sifflais sans même daigner croiser son regard, et se faisait insulter de tous les noms d'oiseaux qui vont s'incruster dans l'asphalte de cette cour bien après que ton cul ait foutu le camp. Sonia avait desserré les mâchoires avec l'instinct de survie du scorpion, prêt à injecter le venin du mensonge, fouinant dans sa boîte à malice pour dégoter la faille qui maquillerait le désastre et la ferait passer du statut de bourreau à celui de pauvre victime collatérale d'un complot anarchique que personne n'avait daigné gérer avec doigté. Il lui coupa l'herbe sous le pied avant même qu'elle ait pu cracher son premier bobard. « Tu vas demander pardon. » La concision du chef de gang qui ne discute pas les termes d'une trêve, mais qui notifie la condamnation à mort. Tout de suite, sur cette dalle, devant l'intégralité du casting. Les grouillots qui avaient squatté la propriété au fil des 48 heures de psychodrame mécanique étaient éparpillés dans la cour. Pas alignés comme au théâtre, mais figés dans l'immobilisme de ceux qui étaient en plein taf quand la météo a viré à l'orage, et qui s'étaient pétrifiés par réflexe pour reluquer la foudre tombée. Il y avait le régisseur, le pilote de tracteur de l'après-midi, 2 intérimaires des moissons arrivés aux aurores, et la cuistot qui avait passé une tête par la porte de service en entendant la symphonie du moteur et qui s'était statufiée sur le perron, à des années-lumière d'imaginer le massacre qu'elle allait se farcir. Sonia les passa tous en revue, ses orbites scannant les visages, dans l'espoir pathétique de dénicher une issue de secours qui n'avait jamais existé. Puis elle s'est résignée à affronter Madame Léna. L'excuse s'est extraite de ses cordes vocales, avec la saveur cendreuse des confessions arrachées sous la torture à des années-lumière de l'incandescence des rédemptions authentiques, puant le formol du technocrate qui débite les formules de politesse sans la moindre particule d'empathie qui pourrait leur injecter une once de réalité. Elle a confessé son injustice. Elle a confessé avoir dégueulé des abominations indignes. Elle a simulé les regrets d'usage. Madame Léna l'a encaissé, la face taillée dans le marbre. Elle ne lui a pas accordé l'aumône du tout est pardonné parce que c'était faux. Et cracher cette hypocrisie pour la forme aurait été à cet instant précis une offense plus gerbante que le mépris. Elle ne lui a pas hurlé sa haine éternelle parce que le pardon est un cheminement solitaire qui n'a pas besoin de porte-voix pour s'amorcer ou s'avorter. Elle a gobé ses paroles avec le stoïcisme de celle qui réceptionne la camelote et qui se réserve l'exclusivité d'en faire ce que bon lui semble, en temps et en heure. C'était le strict minimum syndical. Dans la foulée,
Monsieur Charles a convoqué l'avocat qui aurait dû rappliquer 10 piges plus tôt, quand le patriarche Antoine avait cassé sa pipe et que ses dernières volontés s'étaient fait enterrer dans un tiroir de bureau par Sonia, qui avait décrété dans sa grande sagesse que ce paperasse ne méritait pas une convocation d'urgence. Le testament y était toujours. Il avait moisi là, engourdi par la patience inaltérable des actes authentiques qui ne se périment pas avec les années, poire autant qu'une âme charitable ait enfin la décence de le sortir de son caveau. Le transfert des 30% d'actions s'est concrétisé avec la vélocité exponentielle que prennent les affaires courantes quand la honte tenaille celui qui est sommé de cracher au bassinet, l'obligeant à s'exécuter, fit ça pour ne pas prolonger le supplice. Madame Léna s'est pointée chez le notaire drapée dans son sempiternel tablier, car elle débarquait fissa de son service du matin, et a paraphé les actes notariés d'une plume intraitable, la signature de celle qui pèse chaque gramme de l'encre qu'elle verse et qui n'a pas besoin de faire du cinéma pour asseoir sa légitimité. L'intronisation à la gestion financière a été le clou du spectacle. Ce ne fut pas le caprice larmoyant d'un repenti, ce fut la manœuvre tactique du PDG qui, en 120 secondes chrono sur l'asphalte, avait jaugé le gâchis monstrueux de la matière grise qui moisissait à ses côtés, un saccage qu'il jugeait désormais impardonnable. Il lui a refilé les rênes de la trésorerie avec les pleins pouvoirs, et Madame Léna a topé là en imposant ses propres clauses, le contrat d'airain d'une experte qui maîtrise son domaine et qui se contrefout de l'assentiment de la hiérarchie pour tarifer son talent. Son quartier général a été le cagibi crasseux, jouxtant la direction qui a été vidée, ravalée et équipée d'un bureau de ministre et d'un fauteuil grand luxe, paramétré pour un fauteuil roulant, le gabarit et l'espace vitaux calibrés au millimètre. L'inauguration de ce sanctuaire par Madame Léna n'a pas bouleversé l'horloge cosmique de son labeur matinal, mais l'inversion du vecteur de puissance était sismique. Elle ne déboulait plus dans la salle où le cartel complotait pendant qu'elle ramassait les tasses, mais prenait possession du QG de la Big Boss. Sonia, elle, a continué de squatter le domaine. Elle y est restée car Monsieur Charles avait tranché. Il fallait dissocier le crime du criminel, et cette philosophie d'apôtre commandait le respect même quand ça vous donnait la gerbe. Mais sa position dans l'organigramme avait subi un ravalement de façade radicale. La carte black confisquée, la dictature sur le personnel abolie au profit de la direction générale, la souveraineté financière bâillonnée. Elle avait tenté un coup d'État, un mardi de la 2e semaine, pour chouiner auprès de Madame Léna que le licenciement expéditif d'un fournisseur historique souillait le blason de la dynastie. Monsieur Charles traînait dans le secteur. Il a tranché dans le vif, avec le même laconisme létal qu'il avait utilisé sur le tarmac de la cour. La trésorerie et le ménage chez les prestataires relevaient de la juridiction exclusive de la directrice générale associée, et toute critique sur le sujet devait lui être soumise via un rapport écrit en triple exemplaire pour arbitrage. Sonia a tourné les talons sans demander son reste. Les trimestres qui ont suivi ont scellé l'hégémonie du nouvel empire, plus la tyrannie des vociférations, relique de l'ère révolue, mais l'harmonie des sphères où les talents squattent enfin les sommets auxquels ils étaient destinés depuis le Big Bang. L'exploitation a repris sa cadence infernale de production, le monstre d'acier dévorant les hectares sous la férule d'un état-major qui ne misait plus sur le marque de café, mais sur l'audit implacable des algorithmes adossés à la réalité du terrain. La cure de cheval dont la boîte avait un besoin vital depuis des lustres, sans que Carlos n'ait eu les couronnes de se l'avouer. Il traînait un reliquat de l'ère glaciaire sous la tôle ondulée du hangar. Le tout premier mastodonte que le patriarche de Carlos s'était offert, un dinosaure remisé aux oubliettes depuis la nuit des temps, mis au rencard par la nouvelle vague technologique. Personne n'avait daigné y foutre les mains, l'état de décomposition avancé du cadavre rendant toute tentative de réanimation aussi utopique que ruineuse pour un Pékin sans atomes crochus avec ce spécimen de musée. Madame Léna s'en est fait un festin. Ce fut son chef-d'œuvre clandestin, accompli dans la torpeur des fins de journée, quand la lumière crépusculaire tapissait le domaine de cet or incandescent qui sublime la rouille et le cambouis bien plus puissamment que le soleil de plomb du zénith. Une résurrection opérée, avec la zénitude du chirurgien, avec l'outillage ramené de son antre et 2-3 babioles réquisitionnées, carburant au génie mécanique qu'elle avait mis sous cloche depuis 12 piges,
et qui s'est remise à vrombir avec la fulgurance des passions inaltérables qui n'attendaient que l'étincelle. Le jour où elle a serré le dernier boulon, le dinosaure a rugi avec la fureur de ses 40 balais. À présent, je vous invite à faire carburer vos méninges avant de trancher. Si vous aviez été à la place de Monsieur Charles après le striptease mental et la descente aux enfers de Sonia, quel verdict auriez-vous prononcé sur son cas? L'absolution conditionnelle, son choix à lui, misant sur le miracle de la rédemption au pied du mur, ou le bannissement définitif, l'exil sans appel, car il y a des trahisons qui polluent l'air à jamais et rendent la cohabitation toxique. Balancez votre jugement dans les commentaires. Je veux sonder vos tripes. L'ultime photographie de cette saga s'imprime sur la rétine. La cour crépusculaire du bled, nimbée de cet éclairage céleste propre aux terres reculées, cet or pur que le meilleur des objectifs ne saurait immortaliser. Madame Léna, érigée en majesté contre le flanc de sa résurrection d'acier, n'arbore plus la blouse élimée du cerf, mais le cuir brut d'un perfecto claqué avec ses premiers dividendes de reine, non par exhibitionnisme, mais pour la simple jouissance de s'approprier sa propre destinée. Ses épaules, jadis meurtries par l'humiliation de cette cour, sont désormais redressées sur l'axe de son putain d'orgueil. La main courante de son destrier a été troquée contre une neuve. Elle n'a jamais effacé l'ardoise des saloperies de Sonia, car l'amnésie est une farce pour les bénis oui. Elle a juste transcendé le poison. Les crasses de Sonia ont été reléguées aux archives mortes, privées du privilège d'infester l'oxygène de son présent, expédiées dans la fosse des anecdotes pourries qui ne dictent plus l'avenir. Sa vendetta, c'est de s'arracher de son plumard à 4 heures du mat, par amour du métier, plus par obligation de survie. C'est le grondement du mastodonte qu'elle a sorti du coma de ses propres griffes, vrombissant sous la caresse du maestro. C'est l'Olympe de son bureau, son territoire inviolable. C'est d'exister dans la plénitude absolue de la guerrière qui connaît son nom, son arsenal et sa valeur sur le marché. Ce requiem nous assène que le pouvoir absolu ne siège pas dans les cordes vocales du tyran braillard, mais dans la trempe de l'écorché vif, du paria rendu invisible, relégué aux oubliettes de l'histoire, qui a accumulé un savoir inestimable qu'aucun trader ne pourra jamais acheter, pirater ou bazarder aux enchères. Que l'orgueil bâtit des châteaux de cartes sur du vide qui finissent toujours par s'écraser la gueule, et que le véritable génie n'a que foutre des campagnes de pub, il défonce la porte quand son heure a sonné. Si votre religion commande que la science et la modestie atomisent l'arrogance, et si vous prenez votre pied avec ces fables qui vous rappellent l'homme ou la femme que vous devez incarner dans les tranchées de l'existence, fracassez le bouton d'abonnement et allumez la cloche pour ne louper aucun de nos récits de gladiateurs. On se capte à la prochaine.